Καλημέρα σε όλους, bonsoir à tous. Είμαι ο Νικόλαη Μπανέα, ο Διευθυντής του Γαλλικού Ινστιτούτου Ελλάδος. Je suis le directeur. D'introduire la séance de ce début d'après-midi. Nous avons décidé cette année, et nous espérons que ce n'est qu'une première année, que ça continuera, avec l'appui et l'aide de l'Institut français de Paris, d'introduire dans le festival des journées destinées aux professionnels, et notamment aux critiques. Puisque la survie, en tout cas, oui, utilisons un grand mot, la survie du cinéma tel que nous le connaissons, c'est-à-dire d'un film projeté sur un écran dans une salle où on décide de payer sa place, ça suppose plusieurs conditions, et la France, d'un certain point de vue, les a remplies ou les a remplis. D'une part, il faut aider ces cinémas, il faut aider la production nationale. Sinon, on sait qu'un seul cinéma s'imposera par ses moyens et par sa puissance de projection dans le monde. Il faut des salles, il faut qu'il y ait des salles pour que le public aille voir des films, pas simplement dans quelques grandes villes, mais dans des villes moyennes ou dans des plus petites villes. C'est le cas notamment en France. Des salles se sont ouvertes ou sont restées ouvertes dans de nombreux endroits. Et, c'est le troisième point, il faut un public averti, formé, employons un mot qui est forgé de racines grecques, un public cinéphile. Il y a un public qui sait que le cinéma a une histoire, que c'est un patrimoine, qu'il y a des traditions nationales, qu'il y a des courants esthétiques, qu'il y a eu des écoles, comme on parle d'écoles de peinture, il y a des écoles de cinéma. Et ça suppose qu'il y ait des passeurs, des intermédiaires, des gens qui transmettent cette mémoire, cette histoire et cette connaissance. Et c'est, à notre sens, le rôle des critiques de cinéma, critiques au sens large, c'est-à-dire ceux qui peuvent critiquer les films qui sortent, ou des gens qui, dans des revues spécialisées, peuvent aussi raconter l'histoire du cinéma. Alors, du point de vue de la critique, la France est bien placée, puisqu'il y a deux grandes revues mensuelles, grand public, la plus célèbre, la plus ancienne, la plus prestigieuse, les Cahiers du cinéma, dont vous avez été le rédacteur en chef pendant de nombreuses années. On sait que de nombreux critiques des Cahiers du cinéma sont ensuite devenus de très grands cinéastes. François Truffaut, Jean-Luc Godard, Claude Chabrol. Je pense que même Tavernier a travaillé au Cahiers du cinéma. Un peu aussi, voilà. Bon. Donc on a deux grandes revues de cinéma qui servent à cela, et notamment qui développent, qui entretiennent la cinéphilie. Et puis nous avons aussi des festivals. Et là aussi, je vais faire un peu un cocorico. On a quand même le plus grand festival de cinéma du monde, le Festival de Cannes, dont Charles Tesson a dirigé, vous avez été le délégué général, ça s'appelle comme ça, le délégué général de la Semaine de la critique. Vous savez, la variété du Festival de Cannes, c'est que c'est à la fois un festival grand public, avec du glamour, du charme, du chic, et en même temps des films de très grande qualité et des sélections qui permettent de découvrir la diversité du monde, la jeune création, c'est le cas de la Semaine de la critique, et de très nombreux jeunes cinéastes ont fait leurs premiers pas internationaux à cette semaine, et avant de devenir des cinéastes renommés et de participer à la sélection officielle et de gagner la Palme d'Or. Voilà. Donc on estime que cette formation est utile, ce débat sur le rôle de la critique, surtout dans un contexte où désormais l'information à la disposition du public est une information extrêmement diverse. On ne lit plus nécessairement la critique de son journal du matin, on regarde ce que disent les réseaux sociaux. N'importe quel individu peut s'ériger critique de cinéma en créant une page voilà, et en racontant ce qu'il pense d'un film ou du cinéma. Donc c'est à la fois comment la critique peut-elle contribuer à créer, à renforcer la cinéphilie du public, à former un public exigeant et curieux. Et c'est ce public-là dont on a besoin pour la survie du cinéma en salle et pour sa diversité. Et comment la critique peut-elle évoluer ou réagir face à la multiplication des sources d'information qui touchent pas simplement le cinéma, hein, qui touchent tous les domaines et qui rendent quelquefois les choses difficiles à gérer. Voilà, donc je remercie Charles Tesson, on est très honoré de votre présence.
Je remercie Fanny Aubert-Mallory qui va modérer le débat de l'Institut français de Paris avec lequel nous faisons cette nouvelle formation, ce nouveau débat que nous espérons prolonger dans les années qui viennent. De son côté, l'Institut français de Grèce, à partir du second semestre, et on espère que là aussi ça se prolongera dans les années qui viennent, va mettre en place un ciné-club, ce qu'on faisait déjà, mais un ciné-club qui sera l'occasion, à chaque fois, en présentant un film du patrimoine, d'une masterclass de la part d'un critique ou de quelqu'un qui travaille encore dans le cinéma, de technicien, réalisateur, d'expliquer au public à quel point ce film a pu jouer un rôle important dans l'histoire du cinéma, à quel point il a pu être innovant, ou bien pourquoi il a changé peut-être la manière d'envisager la construction d'un film. Donc on le fait à partir du mois de septembre de cette année. On espère que ça deviendra un rendez-vous habituel auquel nous espérons aussi que vous, ici présents, on espère que vous nous ferez l'honneur de votre présence lors de ces premières séances. Voilà, je laisse maintenant la parole à Fanny et à Charles Tesson pour une table ronde que j'espère, et dont je suis sûr qu'elle sera très fructueuse. Je remercie très chaleureusement M. Ebalin et M. Koutsaaftis. Je suis Fanny Aubert-Mallory, je suis conseillère cinéma pour l'Institut en France et je suis très heureuse d'être ici car avant, j'ai été à l'Institut il y a 15 ans, 7 ans, en tant que chargée de la culture. Nous avons mis en place ce problème à l'occasion des 60 ans de la Semaine des critiques de Cannes, et nous avons étroitement travaillé avec l'Institut français et le Festival du film francophone de Thessalonique. Hier, j'étais à Thessalonique avec M. Charles Tesson dans le cadre d'une rencontre avec 80 étudiants de l'université de Thessalonique, et demain, nous aurons également une rencontre avec des élèves de l'école franco-hellénique et d'un lycée de Ambelokippi. Ces programmes qui sont destinés à des élèves et à des étudiants sont très importants. Mais aujourd'hui, nous avons une rencontre avec vous, critique de cinéma, et bien sûr, je vais parler en français avec Charles. Charles va prendre la parole, c'est une discussion, un débat, donc vous pourrez également prendre la parole. La parole, Charles. Comme je le rappelais, on a fait une rencontre avec les étudiants à Thessalonique hier, et une des phrases que tu as dites, et qui est celle avec laquelle j'aimerais commencer, c'est « la critique n'existerait pas sans le cinéma », mais le cinéma a aussi beaucoup évolué avec la critique. Est-ce que tu peux nous parler de ton point de vue, du rôle de la critique sous cet angle ? Voilà, bonjour à vous tous et à toutes. Effectivement, c'est une table ronde qui est un peu carrée, mais j'espère que, moi j'ai envie d'échanger avec vous et puis de vous entendre, de savoir comment on est critique et les conditions d'exercice de votre métier. Je suis très curieux, puis c'est quoi les enjeux critiques chez vous par rapport au cinéma grec ou pas. Mais pour répondre oui, c'est ce que j'avais commencé par ça hier. Ça veut dire que, pourquoi je suis devenu critique? Je le dis maintenant, je ne pense pas que j'aurais dit au début. Mais je suis venu critique parce que je ne voulais pas rester seul avec l'amour des films ou l'amour du cinéma. J'ai envie de le partager. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, effectivement, c'est la palissade. Sans le cinéma, la critique n'existerait pas. Mais sans la critique, le cinéma n'aurait pas évolué, ne serait pas ce qu'il est devenu. Je le pense fondamentalement par rapport au rôle global de la critique, qui consiste aussi, quoi qu'on en pense, quoi qu'on en dise, par ses choix, non pas à influer sur les courants du cinéma, mais qu'elle a un rôle par rapport à la création, y compris par rapport aux cinéastes qui sont attentifs à ce que la critique peut dire. Parfois, ils apprennent au pied de la lettre sur
un documentariste qui fait un film de fiction, et le film de fiction n'est pas bon, tout d'un coup, le cinéaste abandonne la fiction parce qu'il sait que... Mais bon, la critique a un rôle, je pense, constructif, et puis surtout, enfin, je pense, vous me direz, hein, mais aussi l'histoire du cinéma telle qu'on l'a fait au sens Sadoul du terme, ou Jean Mitry, ou tous les grands historiens du cinéma, c'est la critique qui le fait en direct. C'est-à-dire que quand on s'intéresse à Manuel de Oliveira ou Angelopoulos ou Kiarostami, c'est la critique qui a été Ryusuke Hamaguchi, George Maka, ou ces choses-là, les festivals aussi. Donc là, l'histoire du cinéma se fait grâce au travail de la critique, et je pense que là-dessus, la critique a un rôle essentiel. Voilà. Mais ça, on peut recommencer là-dessus. Mais après, ce qui est intéressant, c'est Enfin, là, c'est critique et critique, hein, parce au pluriel. C'est-à-dire que c'est vrai qu'on parle de la critique de cinéma où la critique n'aime pas, c'est laquelle? C'est un peu comme dans Jean Renoir, la règle du jeu. Hein, vous vous souvenez de la réplique dans la règle du jeu de Jean Renoir? Monsieur Marquis, faites cesser cette comédie. Laquelle, monsieur le Marquis, hein? Mais pareil, la critique n'aime pas, mais laquelle? Parce qu'il y en a plusieurs, des courants, des chapelles, enfin en France beaucoup. Et voilà, donc ça, c'est cet aspect-là. Mais ce qui est important, enfin, ce que j'avais dit aussi hier, mais après on peut lancer la discussion après, c'est que j'entends un discours aussi en disant, ça y est, la critique n'a plus de rôle parce qu'elle a gagné tous ses combats. C'est-à-dire, que le cinéma est un art, l'imposer comme un art. Ensuite, dire la politique des auteurs, les cahiers et tout, que c'est un auteur, etc. Donc, tous ces combats, elle les a gagnés. Je ne suis pas persuadé que ce soit vrai, hein, parce qu'il y en a d'autres aujourd'hui, lesquels, je ne sais pas, pour vous ou pas. Et puis, ce qui est intéressant, c'est aussi que la critique, il y a eu des courants critiques, des positions critiques, des débats critiques qui dépassent seulement le stade d'un film qu'on aime ou qu'on n'aime pas, mais qui ont été des vrais débats qui ont engagé une réflexion globale sur ce que, tout en étant critique de film, on est aussi critique de cinéma, et à quel point la critique de cinéma l'emporte sur la critique de film. Ça, c'est chacun met son curseur. Mais par exemple, je me souviens je pense que vous connaissez tout ça, mais quand le cinéma muet des années 20 était considéré comme à son apogée, en termes de langage, de montage, d'écriture, on peut raconter une histoire sans dialogue. Et quand le son est arrivé, ça y est, on a dit c'est l'appauvrissement du langage cinématographique, c'est du théâtre filmé, etc., etc. Beaucoup pensaient ça, d'autres ont pensé le contraire, comme André Bazin, qui disait que le cinéma est un art impur et que le théâtre filmé a sa noblesse, etc., etc. Voilà, donc ce qui est intéressant, c'est que au-delà de la critique de film, la critique de cinéma a je dirais non pas une vision, mais un engagement par rapport à ce qu'est le cinéma, tout en, je ne sais pas, moi personnellement, j'ai des idées contradictoires qui coexistent par rapport au cinéma que j'aime, parce que quand j'étais jeune, j'aimais qu'une forme de cinéma, et tout ce qui n'était pas ça, ça ne marchait pas, quoi. Et j'ai appris en grandissant, je ne sais pas comment le dire, à aimer des formes de cinéma qui elles-mêmes sont contradictoires, mais qui cohabitent très bien, quoi. Voilà. Tu disais également hier, voir un film, c'est rencontrer une personne, c'est rencontrer quelqu'un. Et tu m'as beaucoup touchée sur tes propos sur qu'est-ce que ce film attend de moi et qu'est-ce que moi j'apporte à ce film. Quelle est la place du spectateur? Je veux bien t'entendre encore là-dessus. Oui, c'est pas ça. Chacun, c'est vous tous, hein, donc c'est pour ça. Mais c'est vrai que oui, je suis très sensible à l'idée un film, c'est une rencontre. C'est-à-dire que on va au cinéma, c'est une démarche, il faut sortir de chez soi, il faut aller dans la salle, puis le film vient sur l'écran, quoi. Lui aussi, il vient. Donc c'est une rencontre, comme on va à un café rencontrer quelqu'un, etc. J'aime bien, c'est Barthes qui parlait de ça d'ailleurs. En sortant du cinéma, il disait que il faut aller maintenant, vous le savez autant que moi, c'est le cinéma, c'est ce qui est à portée de la main, ça vient chez vous comme une pizza, Uber Eats, et tout d'un coup le rapport à l'image n'est plus le même. Ça c'est la première chose. Après, oui, ce que je dis souvent, mais après, c'est quand je vois un film, je me pose toujours, je lui pose deux questions. C'est qu'est-ce qu'il attend de moi en tant que spectateur? Et puis deux, qu'est-ce que lui attend du cinéma en tant que film? Et après, il y a des films qui attendent beaucoup du cinéma, d'autres pas beaucoup, qui sont exigeants, qui sont ambitieux, qui sont modestes. Et puis il y a d'autres qui attendent de moi que soit j'admire le film, que je le trouve beau, ou que ça m'amène dans une aventure et qu'il m'emmène là, puis il m'emmène ailleurs. Je ne sais pas. Mais j'aime bien
me poser ces deux petites questions de qu'est-ce que le film attend de moi et qu'est-ce qu'il attend du cinéma, quoi. Et il y a une phrase de Godard que j'aime beaucoup, qui est méchante, mais elle me sert parfois. C'est-à-dire, Godard, qui est toujours vache, cruel, disait, oui, il y a plein de cinéastes qui font des films et qui disent qu'ils aiment le cinéma, mais il suffit de voir leur film pour comprendre que le cinéma, lui, ne les aime pas. Ce qui est méchant. Mais des fois, je ressens ça, parfois. C'est-à-dire qu'ils veulent faire du cinéma, mais le cinéma ne les aime pas, quoi. Ils ne sont pas faits pour ça. Mais très peu, heureusement. Et une dernière petite question, et puis après, je vais vous faire intervenir. Le critique qui a un rôle prescripteur pour guider le spectateur dans l'offre de films abondante, ou le critique qui accompagne le spectateur qui a vu un film et qui a envie d'en savoir plus, d'avoir un autre angle. Est-ce que tu peux aborder ces deux aspects? Là, on rentre dans le vif du métier ou de l'exercice, c'est-à-dire là où vous écrivez, quel est le support? Est-ce que c'est, comme moi c'était Les Cahiers, c'est une revue spécialisée qui est un mensuel, qui est entièrement dédié au cinéma. Est-ce que c'est un hebdomadaire? Est-ce que c'est un quotidien? Quelle est la place du cinéma? Quel est le lectorat? Quelle est aussi la couleur politique, si je puis dire, du journal ou du support? Toutes ces choses-là rentrent en compte, si je puis dire, par rapport à ça. C'est vrai que en ce moment, en France, les critiques que je connais, qui travaillent à Libération, au Monde, au Nouvel Obs, au Point, et sont soumis aux projections de presse toute la semaine, puisqu'il y a 14, 15, 17 nouveaux films par semaine. Ils n'ont même pas le temps d'aller les voir en projection de presse. Ils reçoivent des liens Vimeo chez eux. Est-ce qu'ils les regardent en entier ou pas? On ne sait pas. Mais ça se multiplie, ce genre de pratique, à cause du nombre infernal de films. Et ils savent que certains attachés de presse, que ce film-là, ils vont venir le voir parce que le cinéaste est connu, identifié. D'autres, ils ne savent pas. Donc là, ils donnent des liens, quoi. Donc là, le rôle prescripteur me paraît important, parce que quand il y a 15 films, selon l'espace qu'on a aussi dans le support, soit le critique est le maître de ses pages, en disant « je fais l'ouverture sur tel film », là, je fais un texte entretien, là, celui-là, etc. Ou celui qui est un peu le rédacteur en chef des pages culture ou des pages cinéma. Donc là, le rôle prescripteur me paraît important, parce qu'effectivement, chaque semaine, il y a des films qui se détachent ou qui ont la préférence de la presse. Ce n'est pas toujours ceux qui marchent le mieux, ça dépend aussi des supports, etc. Mais c'est intéressant. Mais je pense que le rôle de prescripteur est un rôle très noble pour la critique. Je sais qu'il y a certains critiques qui se pensent comme des grands penseurs, mais je pense que le rôle de prescripteur, de dire j'ai vu, j'ai aimé, et j'essaye de vous dire pourquoi, et j'ai envie de convaincre les gens d'y aller, c'est très important comme travail, et il ne faut surtout pas le sous-estimer. On connaît, tu parlais de ça tout à l'heure, il y a la fameuse phrase de Truffaut, je pense, vous la connaissez, François Truffaut, il disait « Tout le monde dans la vie a deux métiers, son métier à lui est critique de cinéma ». Et je suis... Non, mais c'est vrai. Et je trouve qu'il y en a qui trouvent que c'est pas bien, mais je serais plutôt tendance à trouver ça bien. Parce que ça veut dire que, même si aujourd'hui, en France, il y a un site qui s'appelle Sens Critique, où c'est des critiques, mais c'est des cinéphiles qui vont au cinéma et qui donnent leurs critiques sur le site. Et il y a toujours un point de vue positif ou négatif. Et c'est tout d'un coup le spectateur qui devient lui-même critique. Il y en a qui craignent ça par rapport les blogs et tout, et le fait que le côté métier critique professionnel se sent un peu menacé. Pour des raisons économiques et professionnelles, c'est un autre débat, puisque la condition d'exercice critique en tant que métier est une réalité très importante dans son évolution. Mais le rôle du scripteur, c'est important, parce que moi, je pense que c'est comme le foot. Moi, j'adore le sport. Quand vous regardez un match de foot, tout le monde est critique sportif. Le choix de l'entraîneur, les joueurs, tout le monde a un avis sur un match de foot ou sur le sport. C'est populaire. Ah, il n'aurait pas dû faire ça. Neymar, il devrait dû le sortir, ça ne sert à rien. Enfin, je dis n'importe quoi, mais voilà. Et puis en même temps, il y a des critiques sportifs à l'équipe qui parlent des matchs et qui sont des vrais experts compétents. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est un art populaire. C'est-à-dire que quand vous allez dans un musée d'art moderne, il vous faut le guide qui vous explique ce que c'est. Enfin, j'exagère un peu. Et où l'opéra, moi, je ne suis pas capable d'évaluer si la voix est magnifique ou pas. Et quand je dis la critique dans le monde, OK, mais je n'ai pas les éléments. Le cinéma, encore un art où tout le monde a un point de vue sur les films. Et c'est important parce que ça le rend
vivant et pas réservé à des spécialistes. Donc ça, je trouve que ça, c'est plutôt une bonne chose. Ouais. Je ne parle pas trop vite, ça va pour la traduction ? Non, je vois qu'on va lancer l'intervention. Merci. Tu as cité les supports. Je crois que nous avons parmi nous des journalistes de presse, de radio, de la presse en ligne. Et je suis très heureuse que quelqu'un lève le doigt, donc je vous donne la parole. Alors, pour les micros... Bougez pas, bougez pas. Et si vous voulez bien vous présenter... Oui. Καλημέρα σας. Ευχαριστούμε πολύ που είστε εδώ. Bonjour, je m'appelle Darius Sakas de Nirtes Premieres Festival du cinéma d'Athènes et du Ciné Magazine. Je suis critique et programmeur. Merci d'être venu, car à travers votre programme, vous nous avez recommandé des films que nous avons beaucoup appréciés, que nous avons présentés au festival, comme par exemple Ava, c'est ce qu'on vient sur l'écran, un des films qu'on a beaucoup aimé. Concernant la discussion que vous avez engagée, au-delà des critiques, il y a une suspicion qu'à notre époque, est-ce qu'on a besoin du cinéma à notre époque? Nous sommes tous, c'est-à-dire nés, quel que soit notre âge, pensant que le cinéma, c'est un pilier du loisir, c'est un art permanent à travers le temps, mais il change cet art. C'est tout à fait différent que de voir un film à travers un lien et pas dans une salle, mais également le fait que le cinéma est venu au downloading de chez nous, sur notre écran, notre petit écran. Et ce sont également des films qui font comme Marvel, comme d'autres films, qui ne sont pas soumis à la critique. Donc, tout ceci, je me pose la question, à votre avis, pensez-vous que le cinéma, tout comme les salles et comme la production, est-ce qu'il sera influencé par tout cela? Ou quelqu'un pourrait dire qu'en 2060, nous aurons de nouveau des nouvelles salles qui seront créées, avec comme le vinyle, par exemple, en musique. Quel est votre avis là-dessus? Donc, dans vos remarques, pardon, merci. Oui, la première, c'est effectivement, on peut parler de programmateurs et de critiques, c'est bien parce que quand on sélectionne, on est avant la critique et on ne choisit pas seulement des films pour avoir la reconnaissance de la critique. Il faut aussi penser au public, à l'industrie, aux distributeurs, etc. Je trouve que c'est une place qui est une très bonne expérience en tant que critique. Je pense que ça, vous le savez très bien. Sur la salle de cinéma, c'est vrai qu'on avait dit quand il y a eu le CD numérique, il n'y a plus de concerts pour les chanteurs, mais les gens aiment bien les concerts, c'est-à-dire la présence live comme événement. J'espère penser que la salle restera toujours un événement par rapport à ça. Ce qui m'inquiète le plus, ce que je sens un peu dans les jeunes générations, parce que j'enseigne aussi à l'université, et c'est des gens qui ont une vingtaine d'années, c'est que la cinéphilie a basculé, c'est-à-dire qu'elle est moins dans le cinéma et plus du côté des séries. Et moi, je ne regarde pas les séries, parce que j'ai déjà beaucoup de temps avec le cinéma, mais je sais que j'ai des personnes que je connais très bien qui regardent les séries, voient tout, ont une culture de ces séries, puis de voir aussi que beaucoup de gens travaillent pour les séries, les scénaristes, etc., et qu'ils n'ont même plus le temps de travailler pour le cinéma, parce que d'une part, ils sont bien payés, tant mieux pour eux, parce que c'est un métier aussi précaire en tant que scénariste, etc. Effectivement, et là, tout d'un coup, je vois que ça devient un peu une norme et que le cinéma devient un peu l'exception par rapport à cette norme. Ce qui est important, ce qui me paraît le plus important, c'est que faudrait pas, on l'a vu avec le confinement en France, je ne sais pas comment c'est ici, mais c'est que quand les salles ont fermé et quand elles ont réouvertes, il n'y avait pas de blockbuster américain, pas de film. Hein. Eux, ils étaient soit sur les plateformes et tout. Et les salles, ça a profité au cinéma art-essai qui a fait plus d'entrées, mais pas assez pour maintenir l'économie des grands multiplexes qui ont besoin des James Bond ou des choses comme ça pour passer aussi des films art-essai plus pointus dans un équilibre de programmation. Donc là, il y a presque un danger que tout d'un coup, et que ça peut créer... Ce qui est important, c'est qu'il y a vraiment un arc. Et si on crée plateforme, grands films, séries et grands films, Netflix et tout, et cinéma d'auteur, salle, ça va créer des ghettos et des communautés qui ne vont pas changer. Alors qu'un public, un spectateur peut aller voir un James Bond
voir un film de Manuel de Oliveira ou de Kiarostami ou de Yusuke Hamaguchi. Je pense que c'est possible, ça existe, cette cinéphilie-là. C'est un peu la mienne, mais je ne sais pas comment elle se propage ou elle se reproduit, elle se prolonge, si je peux dire. Mais ça, c'est important. Mais c'est que là, on est dans des enjeux extrêmement importants par rapport à la fois le cinéma, la salle, puis l'identité du cinéma. Les plateformes, il y a aussi une autre chose qui est importante, c'est qu'on découvre, même si la critique en a peu parlé, mais depuis que je travaille à la semaine, j'étais plus sensible à ça, c'est le rôle des producteurs aussi, dans le dialogue créatif, si je puis dire, avec un cinéaste, quoi. Et quand on demande à Scorsese, Cuarón, Jane Campion, il n'y a pas de production, c'est une carte blanche, un auteur. Comme elle sait très bien ce qu'elle fait, elle n'a pas besoin, je dirais, de producteur, quoi. Mais ça, qu'il y a un rôle qui me paraît important dans le cinéma, qui est important dans l'État aujourd'hui par rapport au court-métrage, par rapport à la production. Il y a une dimension artisanale qui préserve une singularité que je trouve essentielle à l'évolution du cinéma et à ses nouvelles directions. Les plateformes, dans leur politique de découverte, il n'y en a pas. C'est reproduire des modèles déjà identifiés. Donc là, ça me paraît extrêmement inquiétant. C'est pour ça que je trouve qu'il y a des vrais enjeux au-delà, pour la critique du cinéma d'aujourd'hui, par rapport à cette réalité-là, ça me paraît un chantier important, qui est un croisement intéressant entre ce qu'on peut dire être critique et journaliste de cinéma. Parce que je pense, on n'a pas parlé, mais il me semble qu'être critique et journaliste, c'est aussi deux choses importantes, de sentir en tant que journaliste et critique quels sont des enjeux importants par rapport à l'évolution artistique et économique du cinéma, il me semble. Ouais. Tu viens de prononcer le mot de court-métrage et on en a parlé hier et c'est un court-métrage grec, Brutalien de Manolis Mavris, qui a gagné le prix Canal+ de... Il est là, Manolis ? Oui, il est là. Oui, il est là. Qui a gagné le prix Canal+ l'an dernier. Et est-ce que tu peux nous dire ton point de vue sur l'importance, le rôle du court-métrage dans la sélection qu'a été la semaine et même dans le développement du cinéma ? C'est central. Enfin, moi, je l'ai vu pour la semaine, j'ai présidé pendant 5 ans une commission en France qui s'appelle l'Aide au cinéma du monde, qui est aidée par le Centre national du cinéma, le CNC, et par l'Institut français, qui consiste à aider tout film venant du monde entier, même États-Unis inclus si on veut, c'est après chacun de voir, qui ont un coproducteur français, qui peut être minoritaire, majoritaire, et qui est aidé à la production. Donc j'y voyais à peu près 400 projets par an, plus même, pour en choisir très peu. Et c'est là où on voit que le rôle du court-métrage est essentiel, quoi. Je sais qu'il y a des gens qui lisent des scénarios, il faut les lire, bien sûr. Mais moi, je voyais toujours tous les films qui avaient été faits par rapport au premier long-métrage. Et c'est là où on voit d'abord la qualité, la force, et puis ce qui est en jeu dans un court-métrage par rapport à la façon dont le cinéaste ou la cinéaste peut se projeter dans un premier. C'est un travail énorme. Ce travail-là, il est fait par des personnes, par une politique de cinéma dans des pays qui en existent ou pas, les ateliers, tous les festivals. C'est très, très important. Et c'est là où on peut voir qu'il y a des renouvellements, des émergences, voir qu'il y a des pays où en ce moment on se dit il y a des très bons courts-métrages et ça va passer à autre chose après. On le sent quand on voit ça dans je sais pas moi, en Cambodge, au Vietnam, en Indonésie ou certains pays, on se dit ah, voilà. Et ça, c'est capital, l'existence. Et je ne pense pas que les plateformes aient pour politique de produire des courts-métrages et de chercher de nouveaux talents. J'espère qu'ils ne le feront pas, parce qu'ils vont le faire mal et ça se fera encore plus mal au cinéma, quoi. Enfin, c'est ce que je pense, en tout cas. Oui, alors on va prendre les... Γεια σας. Bonjour. Janus Reuseus de myfilm.gr, Zoom Out Magazine et de l'International Film Poetry Festival. À votre avis, quel est le rôle de la critique aujourd'hui qui semble sortir des formes habituelles de la parole et de l'image telle qu'on la connaissait jusqu'à aujourd'hui? On s'écarte des programmes de la radio, des programmes de la télévision et bien sûr des chroniques de grandes revues. Aujourd'hui,
tout agit et interagit à travers Internet. Probablement, et j'aimerais voir votre avis là-dessus, qu'est-ce qui serait un changement radical quant à la façon dont agit le critique à travers Internet, notamment comme vecteur pour transmettre ses idées, qui est tout à fait une réalité tout à fait différente. C'est un autre discours qui permet de présenter son point de vue au public et quelle est, d'autre part, la capacité de comprendre ce discours critique de la part du public. Auparavant, nous avions un lien entre le public et le critique du cinéma et comment ceci peut-il être être comparu à la réalité actuelle avec le Internet et la critique du cinéma à travers Internet. C'est vrai que même avant que j'écrive des critiques, je lisais les cahiers, mais pas que les cahiers. Je lisais la revue, par exemple, Cinéma 72-113 de la Fédération française des ciné-clubs. Et j'avais toujours, dans cette revue, des gens que j'aimais plus que d'autres, dans ce qu'ils écrivaient ou dans leur goût. Donc, il y avait une sorte de lien, comme ça, avec des critiques. Et c'est vrai qu'il y a ça, et même l'émission en France, Le Masque et la Plume, avec des figures très identifiées, qui sont même presque des jeux de rôle, entre Charançol, Jean-Louis Bory à l'époque, ou Michel Simon et tout. On connaît à l'avance, mais c'est un jeu de rôle qui plaît, hein, mais où on peut, voilà. C'est vrai qu'aujourd'hui, les blogs, pourquoi pas, mais après, je pense que ce qui est important, c'est dans une revue, moi, c'était les cahiers, donc les revues, il y a une identité, il y a une histoire, il y a une ligne de la revue, avec ses rédacteurs qui ne sont pas tous sur la même ligne, mais qui forment des choses. Donc, ça crée une identité forte. Là sur Internet, il y a quand même, je trouve qu'il y a des sites de critiques, en France en tout cas, que je connais, qui ont des rédacteurs, qui ont une vraie ligne, et qui sont quand même très suivis. Hein. Chaos règne, d'autres sites comme ça, qui ont d'ailleurs des très bons critiques et des bons journalistes, et qui, eux, font un vrai travail de critique en termes d'entretien, de texte. Il y en a qui sont identifiés et que j'ai appris à découvrir parce que je ne connaissais pas. Et c'est effectivement, depuis que je suis à la semaine, je m'intéresse à ce qui est dit sur les films et sur Cannes, et je regarde, et je vois qu'il y a beaucoup de personnes qui écrivent là. Après, là où je suis moins d'accord et plus compliqué, c'est le régime critique, réseaux sociaux, Twitter. Hein. Je sais que Frémaux était en colère là-dessus. Je sais que j'ai pas mal discuté avec lui. Et là, je suis assez d'accord avec lui. C'est-à-dire que là, c'est la critique qui se saborde elle-même. C'est-à-dire qu'elle donne une image d'elle la plus sommaire par rapport à son rôle prescripteur promotionnel du j'aime, j'aime pas. Et de se dire, je suis le premier à dire ça ou ça. Et après, c'est un effet Cannes. C'est-à-dire que je parle un peu de contexte français que je ne connais pas chez vous, moins. Mais en France, la critique, même dans les supports comme Le Monde ou la télé, est de plus en plus marginalisée. Quand quelqu'un critique ancien part à la retraite, il n'est pas remplacé par un autre professionnel critique, mais par quelqu'un qui vient d'un service culture, qui est pigiste, débutant, qui ne connaît pas. Donc, elle se sent un peu de plus en plus. Donc, tout d'un coup, Cannes reste en France le dernier lieu de pouvoir de la critique avant l'industrie et avant la sortie des films, où, quand on sort un film pour un distributeur, l'attaché de presse sait que tel support ne va pas aimer, que telle critique à Libération ne va pas aimer, mais un autre oui, donc on invite celui-là. Ça, c'est tout le travail. Hein. Et tout d'un coup, il y a ça. Mais je pense que c'est une erreur de dire 3 mots sur Twitter, de faire de la critique débat. Je trouve que ça donne une mauvaise image de la critique et de son travail. Ça peut être promotionnel, je le fais pour les films de la semaine, d'en dire du bien ou quand j'aime beaucoup un film, mais ce n'est pas un travail critique, quoi. Donc ça, je trouve que c'est un peu dangereux, ce rôle-là des réseaux sociaux. Je sais que Frémaux est très contre ça. Mais je pense que lui, il est plus... Enfin, bon, je ne vais pas en parler, non, je ne dis rien. Oui, Brutalia, oui. Brutalia,
on a pris beaucoup de films grecs courts-métrages à la semaine. Hein. Jacqueline Lensou, Brutalia, le film Limbo de Konstantina Kotsamis et un autre. Et je trouve que ce qui est important, c'est qu'il y a des... Après, je ne connais pas, peut-être d'en parler, c'est aussi la façon dont vous, par rapport à le cinéma grec tel qu'il est, tel que nous, on le perçoit. Je suis sûr que, voilà, par rapport à ce qu'est l'Ankymos, comment il est considéré, est-ce que c'est un modèle, est-ce qu'il y en a qui trouvent enfin, je ne sais pas, mais c'est toujours intéressant de voir comment nous, on perçoit ce qui s'est passé en Grèce à travers quelques cinéastes dans les festivals, et comment vous, en tant que critique, est-ce que ça fait l'unanimité? Est-ce que vous vous reconnaissez dans les choix? Que c'est la même chose qu'en France. Nous, on aime des cinéastes français, puis il y a des pays qui aiment les cinéastes français que nous, on n'aime pas, ou moins. Et pourquoi et comment? Donc voilà. Pardon. Oui. Γεια σας. Γεια σας. Bonjour, Panos Genas, je suis programmeur au Festival international de cinéma d'Athènes, chargé des films grecs, des courts-métrages grecs qui participent au concours, à la compétition. Et je suis également collègue de Nectarios. Par rapport à ce qui a été dit également et ce que vous venez de dire, Monsieur Tesson, nous aussi, nous avons constaté, nous sommes fiers qu'il y a une extraversion des courts-métrages grecs ces dernières années, avec une forte présence dans les grands festivals internationaux et qui remportent beaucoup de prix. Et ma question donc, étant donné que très souvent, certains certains critiques sont critiques envers la critique si nous soutenons pas suffisamment, selon eux, le cinéma grec. À votre avis, Monsieur Tesson, comment le programmeur doit soutenir la filmographie grecque? Comment inciter le public grec à aller voir les films, tenant compte qu'il y a d'autres difficultés qui sont liées à d'autres facteurs par rapport à ce qui vient de l'extérieur et ce qui est créé sur le marché national? Critique. Ouais, ouais, c'est ça. Ouais. Mais ça, c'est différent, je pense. Hein, c'est-à-dire que en tant que programmateur, le cinéma grec, je pense que c'est normal qu'on attende quelque chose de vos choix sur le cinéma national dans votre programmation. Hein. C'est comme à la semaine quand le choix on prend un film français en compétition sur 7, un premier film. Ce choix est capital parce qu'après on en prend en ouverture, en séance spéciale, etc. On essaye de ne pas en prendre plus de 3 sur 11. Hein, pour laisser la place aux autres films, etc. Mais ces choix sont surinterprétés. Au-delà de ce qu'est le film, de ce qu'on en pense, ça envoie un signal par rapport à la diversité du cinéma français et du coup, ça devient un positionnement par rapport au cinéma français. Il faut savoir qu'on choisit un film, on choisit parce qu'on l'aime, mais parce qu'il envoie un signal dans une carte du cinéma de là où on a envie d'être. Et ça s'affiche, quand bien même tout le monde n'a peut-être pas cette manière de décrypter là, mais ça le sera. Donc ça, effectivement, c'est une responsabilité importante. Sur la critique et le cinéma national, c'est très compliqué. C'est très compliqué. Je suppose ici, pareil, en France, il y a eu des polémiques au nom de la critique. Hein. La critique a des défauts, hein, on peut en recenser, mais la dernière grande polémique, en plus c'est quand j'étais rédacteur chef des cahiers, je ne sais pas si vous en avez entendu parler, c'était l'affaire Lecomte Tavernier en 98, je ne sais pas si vous vous souvenez. C'est-à-dire que Patrice Lecomte, qui est un cinéaste, qui est assez apprécié à l'étranger et était assez détesté, je dirais encore une fois, par une certaine critique. Hein, celle des cahiers, celle des Inrocks, de Libération, enfin, ce que Simon, enfin bon, passons. Et il en était très vexé. Et Tavernier aussi, qui n'était pas très aimé de cette branche de la critique. Hein. Et ils ont fait un scandale pour dire c'est scandaleux que la critique ne défende pas son cinéma national, c'est pas normal. S'ils n'aiment pas les films, ils ne devraient pas en parler ou alors attendre 3 semaines pour faire une point de vue négatif sur des films. Quoi. Et c'est Costa Gavras qui était monté au créneau et qui avait dit non, c'est pas aux cinéastes de juger la critique, c'est pas leur travail. Ils n'en ont pas à s'en occuper. Et Costa avait été assez souverain et intelligent
pour mettre fin à cette polémique. Mais ça veut dire que c'est normal, qu'il y a un point sensible de la critique par rapport au cinéma national. Et effectivement, et je pense que, je ne sais pas, moi je suis allé au Mexique rencontrer des critiques mexicains, mais pareil, par rapport à un nouveau cinéma mexicain plus minimaliste, et tout, il y en a qui aimaient ça, qui trouvaient ça formidable, d'autres qui détestaient ça. C'est normal, c'est ce qui aussi fait la vie, je dirais, du débat critique. Hein. Mais c'est vrai que le cinéma français, il y a un rôle de la critique par rapport à ce cinéma-là. Est-ce qu'il faut le défendre, est-ce que le cinéma américain, etc. Je pense que la critique doit rester libre par rapport à ça. Et si on commence à prendre des angles comme ça, je crois que ça discrédite le travail critique. Après, ce qu'il faut, c'est d'avoir aussi une diversité des courants critiques et un tissu qui permettent à ces différents courants d'exister, quoi. Γεια σας. Bonjour. Ilias Fragoulis. Plusieurs fois, j'ai été victime d'une censure dans des journaux, revues où j'ai travaillé par le passé. Et c'est ainsi qu'il y a 11 ans, j'ai créé mon propre site Internet sur le cinéma que j'ai intitulé freecinema.gr en utilisant deux à double sens le free cinéma en faisant référence au courant britannique du cinéma, mais comme un moyen qui me permettait librement de m'exprimer sans être jugé par d'autres sur le point financier, par des distributeurs du cinéma. C'est ainsi que j'ai pu écrire librement mon point de vue. Mon problème par rapport au cinéma et à la critique aujourd'hui, c'est à qui s'adresse-t-on véritablement? La critique et les critiques doivent suggérer, doivent permettre au public de savoir où il doit dépenser son argent, si cela mérite, vaut la peine, car la qualité de vie, pour moi, c'est d'aller au cinéma et apprécier, profiter ou en tirer quelque chose d'un film. Si la qualité du film, d'un point de vue artistique, se rencontre avec le loisir, le divertissement, je crois que c'est la meilleure chose qui peut arriver au cinéma. Aujourd'hui, malheureusement, nous vivons à une époque où le grand cinéma n'existe plus et il y a trop de nouveaux. Très souvent, je recherche ce choc du nouveau. Ce choc du nouveau n'existe pas facilement aujourd'hui au cinéma. On ne le retrouve pas facilement. J'en ai pris conscience ces dernières années, par exemple avec Under the Skin de Jonathan Glazer ou le Midsommar de Ari Aster ou Dogtooth de Lanthimos. C'était des films qui utilisaient le récit autrement et qui avaient quelque chose de nouveau à m'offrir sur le plan visuel. Mais la critique soutient aujourd'hui un cinéma plus festivalien et je crois que c'est en considérant que c'est plus important que les films en soi. Et nous vivons une époque où le cinéma international n'offre pas quelque chose de meilleur par rapport à ce qu'on avait vu avant, même aux Oscars. Et on voyait Laurence d'Arabie aujourd'hui et nous avons le Moonlight et d'autres qui sont primés. Et le No Man's Land. Il y a donc une crise et le critique qui se prend davantage au sérieux aujourd'hui crée une difficulté dans son lien entre le public et le critique et son rôle de critique en défendant des films artistiques festivaliens comme je les appelle de manière permanente et en mettant de côté le côté divertissement. Il se crée un mauvais lien et brusquement le public ne s'intéresse plus à la critique car il a été voir des films qui étaient défendus de manière acharnée par les critiques et qui ne lui ont pas plu. Et après cela, il cesse de lire les critiques et nous écrivons seuls à la recherche, en quête d'un public qui va nous suivre, qui va croire en nous, en
permettant qu'il ira voir un film qui fera la différence par rapport aux autres films. En Grèce, par exemple, nous avons un gros problème avec l'avis du public. La plupart du public note de A à 5, mais toujours une note plus que 2. C'est-à-dire, tous les films sont intéressants. 2, ça veut dire intéressant. Une note 2. Et la plupart des critiques aujourd'hui ajoutent une note de 3. Donc, c'est un lecteur qui brusquement voit que toutes les semaines, il n'y a que des bons films. Il ne sait plus quoi voir. Et en fait, ce sont des films art house et des films pour festival. Il ne va jamais voir une critique pour Fast and Furious, jamais une bonne critique pour James Bond, pas une bonne critique sur Dune, qui peut-être ne sera pas très mise en évidence, mais ce critique qui a conduit le public à aller voir ces films de Villeneuve, aujourd'hui, il va se dire « Ah, c'est hollywoodien ». Et ça, c'est tout à fait paradoxal. Dernière question. En fait, pour qui écrivons-nous? Nous ne sommes plus des théoriciens du cinéma, car nous n'avons plus cette matière pour devenir des théoriciens du cinéma. Il y a très peu de films à analyser comme nous le souhaiterions, le voudrions pour être reconnus en tant qu'auteur, écrivain. Donc, il y a un cinéma qui ne nous offre plus l'occasion de fonctionner comme de véritables critiques. Donc, à qui est-ce que nous nous adressons? Deuxième question, mais j'y reviendrai par la suite. Elle sera plus brève. Il y a beaucoup de choses. Je partage pas votre pessimisme du c'était mieux avant. Je pense que on peut effectivement, on regarde une telle année, il y avait un Buñuel, il y avait un Hitchcock, etc. On peut toujours, mais je pense que le cinéma se fait différemment aujourd'hui et dans différents endroits. C'est-à-dire que, j'en parlais hier, c'est-à-dire que très longtemps, dans les années 50 et tout, le cinéma c'était l'Europe et Hollywood, quoi. L'Europe, l'Italie, la France, d'autres pays, mais l'Allemagne, au début, années 20, et ils s'en sont pas remis après les années 20, Danemark, et c'est tout. Et ce que moi, je suis plutôt... je me dis maintenant, on fait du cinéma dans le monde entier avec des formes cinématographiques liées à des cultures. Hein. En Inde, au Japon, ça on le sait, en Chine, même moi, quand j'étais fait les cahiers avec le Made in Hong Kong et Casayas, et quand j'ai vu les films de Kung Fu, la Shaw Brothers, je me dis, tiens, c'est des arts martiaux, ça n'existe pas dans le monde, c'est lié à une culture qui est l'opéra chinois, ça donne des formes cinématographiques qui sont liées à la calligraphie et des choses, et c'est devenu quelque chose de populaire. Donc, je trouve qu'il y a des... C'est Godard qui disait ça aussi, je crois, en 80. C'était un optimisme qui ne s'est pas concrétisé, mais il disait peut-être que le seul continent qui pourra nous raconter des histoires autrement, c'est l'Afrique. Moi, j'ai plutôt eu ce sentiment quand j'ai vu les films d'Aoussia Houssienne dans les années 80, et je me suis dit, là, il y a une manière de raconter une histoire, un rapport au temps et à l'espace, qui n'est pas du tout ça. Donc moi, je dirais que le cinéma était très une affaire, je dirais, de blanc, hein, par rapport à l'Europe, Hollywood. Il s'est fait d'autres cinémas au Mexique ou ailleurs. Et je trouve que maintenant, le rôle des festivals, bien sûr qu'il y a des films de festivals qui sont pensés pour les festivals et qui restent dans le ghetto des festivals, mais je pense que les festivals ont aussi contribué à faire connaître à la fois des pays, et que le fait maintenant, les films qui viennent de l'Azerbaïdjan, de la Mongolie, de Oulan-Bator, on les voit, il y a une sorte de circulation de tout le cinéma mondial. Je trouve que c'est une richesse. Moi, je trouve que le cinéma a changé, mais il s'est élargi, je trouve. Parce qu'après-guerre, il y avait, pour parler des courants critiques, il y avait le courant, je dirais, cahier, qui, eux, s'intéressaient à la politique des auteurs. Donc, c'est le metteur en scène, ce n'est pas le scénariste. Hein. Comme disait Chabrol, il n'y a pas au cinéma de grands ou de petits sujets. Il y a des grands films et des
petit film poétique des auteurs. Par contre, les écrivains, les journalistes communistes, l'écran français, Sadoul et tout, qui eux aimaient beaucoup les films soviétiques, n'aimaient pas les fouleurs, mais se sont intéressés pour des raisons politiques à tous les pays qui ont fait du cinéma après leur décolonisation. À Cuba, en Afrique, au Sénégal, la Noire de Sam Ben Ousmane était la semaine de la critique, quand Sadoul en était le délégué général. Voilà, donc ils ont ouvert des formes de cinéma liées à des cultures différentes. Et tout d'un coup, je pense que maintenant, même nous, dans les cahiers avec Positif aussi avant, on a mis l'Asie sur la carte du cinéma mondial. C'est-à-dire qu'avant, il y avait le Japon, Rashomon, 50, et Mizoguchi et Ozu en 80, tard quand même. Quand on connaît l'immensité du cinéma japonais et ce qu'il est, on se dit, là, il y a quand même... Voilà. Et tout d'un coup, un film coréen, un film thaïlandais, tout d'un coup, on a mis tout le cinéma du monde sur la carte. C'est-à-dire qu'un film qui vient de Thaïlande peut être aussi important qu'un film fait à Hollywood. Avant, il y avait vraiment une certaine hiérarchie des lieux de cinéma, la France, l'Italie, Hollywood et rien d'autre. Donc moi, je serais plutôt positif par rapport à cette forme-là. Après, vous avez dit beaucoup de choses. Il faudra en parler longtemps. Sur la critique, c'est-à-dire que il y a des dangers, même y compris en France, je le vois, où les critiques ont une telle passion du cinéma, une telle exigence du cinéma, qu'ils demandent plus au cinéma que ce que les gens qui vont au cinéma leur demandent. Il me semble. Si vous comprenez ce que je veux dire. Et en même temps, je pense que le rôle des critiques, en disant ce qu'eux perçoivent d'un film, c'est aussi de faire découvrir à ceux qui vont voir ces films-là des choses. Moi, je pense que on est des passeurs. C'est-à-dire que pour commander un film, la personne y va, adore et se dit « Tiens, j'aurais jamais pensé voir ça ». Et ça ouvre. Peut-être c'est 5 personnes sur 100, mais je trouve que ça vaut le coup de faire ça. En fac, c'est pareil. Je fais un cours à 40 personnes, ça parle à 5, mais il peut y avoir des rencontres qui sont faites parce qu'il y a de la prescription critique et que tout d'un coup, ça leur permet de découvrir autre chose que ce qu'ils ont l'habitude de voir. Je pense que ça, il ne faut pas renoncer à ça. C'est vrai que on peut écrire pour soi, au sens de la critique, et peut être un monologue sur ce qu'on attend chacun du cinéma à travers l'écriture. C'est une forme possible de critique, mais je pense que le critique peut s'adresser aussi aux réalisateurs. On a envie de l'écrire pour qu'il lise ce que vous dites de son film. Généralement, c'est qu'on l'aime bien. Puis aussi au public, parce que pour un qui a envie de le voir, mais surtout aussi, je pense que c'est le rôle de la critique. Quand moi, je lis une critique, je suis heureux que quelqu'un me parle d'une chose que je n'avais pas nécessairement observée et formulée, et ça enrichit le regard que j'avais moi-même sur le film. Et je pense que le rôle de la critique, c'est un enrichissement du regard par rapport à ce qu'on voit dans un film. Et je pense qu'il ne faut pas céder sur ça, surtout pas céder. Pas céder, je ne pense pas. C'est clair, ça veut pas. Mais là, votre sujet est très passionnant et très riche, il faudra en parler beaucoup. Καλημέρα σας. Είμαι ο Θωμόπουλος ο Νίκος από το Film and Theater. Bonjour, Thomopoulos Nikos. Je travaille avec Giannis Fragoulis, un critique du cinéma très expérimenté. Je suis tout d'accord avec ce qui a été dit tout à l'heure. Je considère que le cinéma est une forme, c'est une sémiologie, c'est une analyse également au-delà des critiques très occasionnels, non professionnels. Je pense que tous ceux qui lisent notre site le savent. Je considère que le cinéma asiatique aujourd'hui, avec les films qui ont été primés à Hollywood également, c'est un des meilleurs cinémas par rapport au cinéma européen et l'africain même. Et ceci montre qu'il y a une ouverture, comme vous l'avez bien dit. Et dernière chose que j'aimerais ajouter sur le débat qui a lieu avec M. Fragoulis, c'est un débat très intéressant, c'est
que peu importe ce que l'on dit, ce qui importe, c'est de savoir comment on le dit. On peut parler de Mélon, on peut parler de quelque chose de dramatique, des inégalités sociales, on peut l'aborder sous la forme de l'Iran, du courant français ou britannique, de l'école française ou britannique. Ce qui importe, c'est de le voir et de faire sa critique, de juger. L'important, ce n'est pas le choc, mais c'est les opportunités qui s'ouvrent au cinéma. Ma question porte sur le cinéma français. D'après mon expérience effectuée lors du festival avant la pandémie, c'était une expérience excellente pour moi. J'ai rencontré de près le cinéma français. C'est que la plupart des cinéastes, et je crois le public également, ne connaissent pas en profondeur le cinéma français, l'histoire du cinéma français, qui a beaucoup apporté à l'histoire du cinéma et qui nous a apporté beaucoup de courants et de formes différentes. Et par ailleurs, ils sont influencés par le fait qu'il y a le cinéma français qui s'adresse à un grand public à l'étranger, considérant que ceci concurrence le cinéma indépendant français, donc ils le rejettent. Et je parle des cinéastes qui se plaignent de ne pas avoir un public. Ce sont les cinéastes aujourd'hui qui traitent du racisme et d'autres questions sociales qui sont très chaudes et qui nous intéressent également. J'aimerais avoir le point de vue de M. Tesson en tant que critique et théoricien du cinéma aguerri. À votre avis, comment le public aborde et appréhende l'histoire du cinéma français? Est-il plus loin, plus distancé? Ouais. C'est-à-dire que il y a beaucoup de choses là aussi. Comment dire, du point de vue des cinéastes, il y a eu le tremblement de terre qui a été fait par la nouvelle vague, hein, et dont certains ne sont pas remis. Même Bertrand Tavernier, qui a fait une très bonne histoire du cinéma où il parle de Melville et toutes ces choses-là. Enfin, on voit bien que par rapport à ce qui s'est passé avec la nouvelle vague, qui était un putsch, c'était un coup d'État, la nouvelle vague, par rapport à l'état du cinéma français, qui a généré après ce qu'on en pense, etc. Ce que j'ai remarqué après, c'est que ça a influencé beaucoup de jeunes cinéastes qui étaient un peu écrasés par ce surmoi-là, hein, c'est-à-dire quel est leur lien à, ou comment être nouvelle vague ou pas. Je pense à même des gens comme Desplechin, Arnaud Desplechin, etc., où on voyait que c'était pas Godard qui avait le plus de poids, c'est la question du cinéma français récurrente, qui est le modèle Truffaut, en fait, par rapport à Nouvelle Vague, c'est-à-dire ce qu'on appelle le cinéma du milieu, à la fois qui fait un cinéma d'auteur, mais un cinéma généreux et apprécié du public. Hein. Contrairement à Rivette, après, ou même Romer, qui, eux, ont trouvé leur économie. Chabrol aussi est intéressant. Chabrol, lui, c'est le modèle hollywoodien. Il disait à certains cinéastes, vous voulez faire une œuvre, moi, je ne veux pas faire une œuvre, je fais juste une carrière. Hein. Sur le modèle hollywoodien, des cinéastes de studio qui acceptaient des commandes, qui tournaient des trucs pas possibles, des trucs pas... Mais Chabrol voulait être un peu un artisan d'un Hollywood imaginaire qui serait le cinéma français. Okay. Mais ça, c'est intéressant parce qu'on voit bien que certains se positionnent différemment par rapport à ces figures. Tout le grand, je dirais, pas problème du cinéma français, enfin, je parle des cinéastes ici, hein, c'est certainement cette place de Truffaut, hein, qui est ce qu'on appelle... Il y a Piala qui a joué un rôle très important, aussi Maurice Piala, hein, qui est arrivé plus tard, qui a été toujours meurtri de ne pas avoir été dans le courant de la nouvelle vague, qui a commencé après, qui était aigri et tout. Et quand il fait Police, enfin, Piala, j'ai eu l'occasion de le rencontrer plusieurs fois pour les cahiers, etc. Mais il disait, enfin, lui, il avait les meilleurs films de Renoir, c'est ceux qui ont le mieux marché. Donc c'est La Bête humaine et La Grande Illusion, c'est les meilleurs Renoir. Parce que voilà, enfin, il disait que le film soit à la fois bien et puis en même temps intéresse le public. Et si le film ne marche pas, c'est un échec pour le reste. Chacun pense ça, d'autres pas. Donc la place, après, il y a eu Sauté, qui est un très bon cinéaste, mais qui a aussi souffert de ne pas avoir cette reconnaissance d'une certaine critique comme grand auteur. C'est vrai que le cinéma français cherche toujours cette figure du milieu qui est incarnée par Truffaut et qui a du mal à trouver une suite là. Par contre, ce que j'apprécie dans le jeune cinéma français d'aujourd'hui, enfin, avec Bruno Reda, Rien à foutre, tous les films qui étaient La Semaine et autres,
c'est que les jeunes maintenant, comme on dit, j'aime pas ce mot du tout, décomplexé, enfin je trouve ça horrible ce mot, parce que tout le monde l'emploie, mais ils sont moins écrasés par le surmoi nouvelle vague, et ils sont plus libres par rapport à un cinéma de genre, par rapport à des registres cinématographiques, et ils peuvent, même Besson à sa manière, avec tout ce qu'on peut penser de bien ou pas de bien, mais a permis d'aller sur un cinéma de genre à la française. On se dit, ce que disait Marguerite Duras, le cinéma français, quand Jean-Jacques Hano avait adapté Les Amants d'après Marguerite Duras, il y avait un débat dans Le Monde qui était comique, parce que Jean-Jacques Hano disait le cinéma c'est des images, et puis Marguerite disait non, le cinéma c'est des mots, et la France c'est filmer la parole, Guitry, Godard, etc. Bien, mais tout d'un coup, l'idée, oui, le cinéma français, c'est pas filmer l'action, etc. Donc il y avait plein eu de blocages par rapport au cinéma de genre, par rapport à ça. Et j'ai le sentiment que les nouvelles générations sont beaucoup plus... Il y a moins de modèles écrasants et que c'est plus éclaté par rapport au passé. Et du coup, ça leur donne une nouvelle liberté. Dans le documentaire, dans l'animation, dans la fiction, on sent que ça s'ouvre complètement. Et je trouve que c'est plutôt une bonne période, de mon point de vue. Tu viens de dire le mot de cinéma d'animation et je ne peux pas continuer cette rencontre sans saluer la présence de Florence Mihail. Et on n'a pas beaucoup parlé de la... Peut-être Florence Mihail, elle a fait un long métrage qui est absolument magnifique, qui s'appelle La Traversée, qui est un film d'animation avec une technique d'animation que je ne connais pas, mais qui est de la peinture sans être de la peinture, parce que ça se liquéfie sous nos yeux. Et puis en même temps, ça raconte une histoire en suite de tableaux, c'est absolument magnifique. Ça s'appelle La Traversée. Merci. Quelle est la position d'une réalisatrice d'animation quand on parle de la critique? Parce que la critique et l'animation, ça doit être encore un tout autre débat. Je pense que l'animation souffre, enfin c'est en train de changer, mais souffre un peu effectivement. Mais je peux demander l'avis effectivement de Charles Tesson là-dessus, mais souffre un peu d'un manque de critique de la part des critiques de cinéma. Et juste pour raconter une expérience, à un moment où je présentais des courts-métrages d'animation à Saumur, dans le cadre d'une rencontre, il y avait justement d'anciens critiques du Cahier des cinémas qui m'avaient exprimé leur difficulté à trouver des moyens critiques pour juger de mes films. Et qu'ils n'avaient pas, les outils d'analyse pour les films d'animation. Donc voilà, je peux poser cette question justement par rapport à ça. Et moi, je disais qu'il y avait quand même... moi, j'avais l'impression qu'on pouvait en trouver des outils critiques pour les films d'animation, parce qu'il y a aussi un rapport au temps, il y a des tas de choses. C'est vrai qu'il n'y a pas d'acteurs dans nos films, mais il y a beaucoup de choses qui sont uniquement de l'ordre du cinéma aussi, du cinéma d'une manière générale. Voilà. Merci beaucoup Florence de ce témoignage. On va poursuivre cet échange. Oui, on parle du court-métrage, on parle du cinéma d'animation, mais c'est vous, Monsieur Flagoulis, ou vous tous dans la salle qui êtes là pour aussi nous donner votre point de vue sur ce que Charles appelle la situation en Grèce. Pardon, pour Brutalias, il y a aussi des supports critiques qui parlent des courts-métrages. Quand vous faites votre court-métrage, il y a des festivals qui les montrent, mais est-ce qu'il y a aussi des revues ou des supports consacrés aux courts-métrages qui leur permettent d'exister dans le champ de la critique? Non? Oui? Manolis, si tu veux nous dire, si ton film a reçu un accueil critique. Oui, bien sûr, mon film a été très bien accueilli par la critique et les critiques, et j'ai eu la chance de faire plusieurs interviews, entretiens, de sorte que mon film a été vu par de nombreuses personnes. Il n'y a pas de revue, me semble-t-il, ou de site qui traite uniquement de courts-métrages, mais le festival de Dramas, dans le nord de la Grèce,
présente des courts-métrages et je pense qu'avec le temps, il y a une base de données qui a été créée avec tous les courts-métrages grecs et moi, j'admire leur travail. Ils sont très forts sur le court-métrage. Et puis, il y a le Festival d'Athènes qui fait la promotion des films aussi bien courts que longs métrages. Je pense que c'est la seule façon pour les jeunes créateurs de présenter leurs œuvres. Et pour moi, c'était également une occasion de m'expérimenter sur les formes, de voir quelle est ma place par rapport au cinéma, ce qui m'intéresse, et de continuer cette aventure vers le long métrage. Donc, ce n'est pas l'objectif en soi de me limiter au court métrage. Je ne sais pas si j'ai répondu à votre question. Ναι, φυσικά, ευχαριστώ. Θέλω να προσθέσω J'aimerais ajouter quelque chose par rapport à ce qui a été dit. Avant, il y avait une législation qui imposait aux salles de cinéma, celles qui voulaient être financées par l'État, de présenter des films, des courts-métrages avant le long-métrage. Et à travers grâce à cette législation, la communication et la communication de l'auteur du court-métrage avec le public était promue. Lorsque cette législation a changé, ceci a cessé de se faire. Donc, le court-métrage existait uniquement dans les festivals. Et très récemment, et je dis ça littéralement, depuis octobre de l'année dernière, il y a un bureau de distribution indépendant, surtout pour les films de festival, qui dispose également de certaines salles de cinéma, a décidé, dans le cadre de la programmation, qu'un film long-métrage soit précédé ou suivi d'un court-métrage. Aujourd'hui, nous avons eu la présentation de 20 courts-métrages à ce jour. Je ne sais pas si ceci sera poursuivi dans l'avenir, mais au-delà de cela, il n'y a rien d'autre qui se fait pour le court-métrage en termes de salles. En termes de production, de financement pour la création de courts-métrages, les chaînes télévisées publiques ont, dans le cadre de la programmation, certaines émissions ou financent plutôt la production, la coproduction de courts-métrages. En France, il y a eu une période aussi où on voyait des courts-métrages avant des longs-métrages, c'était obligatoire. Et même quand j'étais très jeune, il y avait les actualités Pathé ou Gaumont, parce qu'il n'y avait pas la télévision, et on voyait les actualités au cinéma. Donc tout ça a disparu. Le court-métrage en France, effectivement, il y a beaucoup de festivals. Il y a même le festival de Clermont-Ferrand, qui fait partie des grands festivals, tout comme Annecy pour l'animation et Cannes, etc. Et il y a le CNC, qui soutient la production. Il y a beaucoup de maisons de production indépendantes qui sont spécialisées dans la production de courts-métrages et qui, d'ailleurs, accompagnent ensuite les réalisateurs de courts-métrages dans leur premier long-métrage, comme Kazakh, Jean-Christophe Raymond, qui a produit le Titane de Julia Ducournau, son deuxième long-métrage. C'est une société qui est née et a grandi comme vocation de produire uniquement des courts-métrages et qui ensuite accompagne. Donc beaucoup de maisons de production s'intéressent aux courts-métrages, et Etche, Emmanuel Chaumet, plein de maisons comme ça, et les accompagnent vers le long-métrage. Après, il y a aussi les régions qui financent beaucoup en France, ça, et il y a toute une économie quand même de court-métrage qui est quand même assez forte et bien. Après, tout dépend de qu'est-ce que celui qui fait un court-métrage en attend. C'est-à-dire, certains courts-métrages, c'est presque des cartes professionnelles pour dire, regardez comment je sais faire ça, et donnez-moi l'autre. Et puis, il y a d'autres où on comprend que les courts-métrages sont travaillés par un désir de cinéma, un univers, des personnages, une tonalité. On se dit que ça va éclore, non pas dans le savoir-faire de faire un long, mais qu'il y a
une personnalité. Enfin, moi, ce qui me semble important dans un film, quand je vois un film, c'est de sentir une personnalité, pas parce que, comme vous le disiez tout à l'heure, du nouveau, le nouveau, c'est vieux comme le monde, le nouveau, mais c'est de sentir une personnalité, quelqu'un qui a envie de faire passer des choses, un récit, des idées, que sais-je, mais c'est le cinéma qui est son moyen d'expression, et quand je sens ça, combien le film n'est pas parfait, ni etc., mais je me dis, il y a quelque chose, quoi. Et je trouve que le court-métrage est le lieu excellent pour ça, excellent. Et sans court-métrage, le cinéma, il meurt. Non, mais sérieux, sérieux. Ανοιχτό είναι, ναι. Ναι, Νίνος Φένεκ Μικελίδης. Ninos Fenech Mikelidis, directeur du panorama du cinéma européen, comme les courts-métrages ont été cités, effectivement, seuls les festivals les présentent. Et moi, également, j'ai des courts-métrages d'élèves d'écoles de courts-métrages ou de cinéma. Mais notre rôle est également un rôle de critique, mais également nous effectuons des rétrospectives, car il n'y a pas d'autre moyen pour le public de voir ces courts-métrages, ces films. Il n'y a pas de cinémathèque qui ne fonctionne pas. Nous essayons de montrer des films de Eisenstein, de Fritz Lang, des films d'Antonioni, de Tavernier, de Kurosawa. Ça, c'est impossible de les voir ailleurs et c'est là que nous les présentons. Nous avons d'autres cinéastes, Raoul Ruiz, et d'autres qui sont inconnus. Et nous les faisons participer également à un concours, à une compétition où il est difficile d'attirer le public. La plupart, le public vient surtout voir du Renoir, Antonioni, au lieu de Raoul Ruiz et d'autres metteurs en scène, cinéastes qui ne font pas partie du grand circuit. Et c'est là où nous avons besoin des critiques. Mais qu'est-ce que c'est un critique? Il y a deux types de critiques. Les Britanniques font la différence, et les Français, je crois. Ce sont qui font la reviews, la revue. Ce sont les revues dans les journaux qui présentent la critique, qui présentent le jour où le film sort en salle. Certains nous envoient des liens et on les voit chez nous, à la maison. Et il faut écrire le jeudi où les films sortent en salle, écrire et inciter, dire au public si ça vaut la peine d'aller voir le film. On écrit un peu, on fait une synopsis, on écrit un peu sur la musique, sur la caméra, mais nous n'avons pas l'occasion de faire une analyse critique faite pour une revue, par exemple. Nous n'avons plus de revue. Il y a les cahiers, bien sûr. Il y a Sight and Sounds, le Phil Commons aux États-Unis qui existe encore. En Grèce, nous avions auparavant des revues, mais c'est fini. Hein. Il est impossible de faire une analyse, de parler du style du film, de parler du rôle de la caméra, de pourquoi le choix des couleurs, et faire en sorte qu'un individu qui lit des récits, des romans sérieux, entre guillemets, chez lui, Dostoïevski, Hemingway ou d'autres, où il va à l'opéra, voir un opéra, où il va voir des peintres modernes, ou voir au théâtre, voir du Beckett, au Pinter. Mais si vous lui dites allez voir Raoul Ruiz au cinéma, il faut le convaincre que le cinéma est au même niveau que ce qu'il lit ou il va voir dans les expositions. Donc, notre tâche devient encore plus difficile aujourd'hui, car nous avons Internet où chacun peut s'ériger en critique et le public est un peu perdu. Il est très difficile de faire une critique qui puisse attirer le public et qui en même temps lui dise pourquoi c'est un film intéressant. Quelqu'un, par exemple, va voir du Hitchcock, il apprécie cela pendant 3 heures, mais il y a autre chose aussi à lui expliquer. Il faut expliquer également à ceux qui s'intéressent aux autres formes d'art, pourquoi est-ce que ça vaut la peine d'aller voir un film au-delà de Hitchcock, et qu'il peut apprécier cela comme il le fait en lisant Hemingway, Marguerite Duras
ou bien d'autres romans et auteurs. Donc, c'est le rôle du critique aujourd'hui dans tout ce monde, à tout cela où nous sommes confrontés. Le reviews, ça, effectivement, ça, c'est la critique, c'est ce que j'appelle la critique de film, qui n'est pas la critique de cinéma. C'est deux choses, hein. Mais on peut être un très bon critique de film sans être nécessairement un critique de cinéma qui, en plus d'évaluer un film ou de faire des reviews, comme fait Film Comment, en plus, c'est le cas unique au monde où c'est des revues professionnelles qui font des critiques. Variety, Hollywood Reporter, Screen, Moment de Cannes, ils sont des critiques. Quand on est programmateur, on lit Hollywood Reporter parce qu'à la fois, ils parlent du film en tant que critique, mais ils disent son potentiel commercial, art house, parce que c'est un magazine professionnel. En France, c'est impossible que dans l'écran français ou dans le film français, etc., écran total, on puisse avoir une critique de cinéma qui parle des films produits par l'industrie. OK. Mais je suis d'accord avec vous sur le fait qu'aussi, ça manque d'institutions. Parce qu'à la Cinémathèque française, je sais, hein, Jean-François Roger, qui est le programmateur, me dit, quand il y a des cinéastes connus, ça marche. Et quand on a un cinéaste connu, c'est ces films les plus connus qui font le plus d'entrées. C'est-à-dire que s'il y a un cycle Satyajit Ray, les gens iront voir peut-être Charulata, etc., et moins les autres pas connus, quoi. C'est-à-dire que tout d'un coup, cette question de la découverte ou de comment faire découvrir des cinéastes moins connus, oubliés, qui est un travail permanent que la télévision, en tout cas, ne fait plus. Hein. Elle l'a fait une époque avec Patrick Brion, qui montrait des films américains tout le dimanche soir, et Claude Jean-Philippe, qui montrait d'autres films et qui étaient plus issus d'une tradition, de la grande tradition en France des ciné-clubs. En France, on a eu beaucoup de ciné-clubs, hein, qui étaient aussi un bazin, selon les grands courants de l'école laïque, la Fédération française des ciné-clubs, la Fédération Jean Vigo, qui avait d'ailleurs des revues de cinéma, mais cette culture de ciné-club existait en parallèle avec l'industrie. Maintenant, c'est plutôt les salles art-essai, art house, où c'est tout imbriqué. Mais c'est vrai que ce travail-là d'autorité, si je puis dire, de aller voir ça et tout, les revues spécialisées, c'est important. Je trouve qu'un pays qui n'a pas une revue de cinéma dédiée au cinéma, je trouve ça quand même dommage, parce qu'effectivement, le rôle de la critique, c'est de parler des choses plus transversales, c'est-à-dire l'importance du sound design aujourd'hui dans les films, le fait qu'est-ce que c'est quand Bazin parlait de la prise de vue au cinéma, la prise de vue, et que maintenant, avec les fonds verts, les images composites, l'acteur ne joue pas avec les autres et son décor. Ça veut dire quoi dans le cinéma, tout ça? C'est des questions transversales que les revues ont pour but et de questionner et d'interroger par rapport à l'évolution même du cinéma, de ses techniques et ses conséquences esthétiques sur la manière de percevoir le cinéma. Pour moi, le plus frappant, c'est l'évolution du son. Le sound designer, les sound designers sur les films, le montage son, ça a évolué d'une manière incroyable. Je n'ai pas beaucoup d'arguments pour mais je trouve que c'est des choses importantes et c'est là où la critique, au-delà de reviews, doit pouvoir s'interroger sur ces choses-là. Donc c'est vrai que là, l'espace manque et c'est dommage. C'est dommage. Bonjour. Skylakos Christos, critique de cinéma et membre de l'Association des critiques de cinéma grec. C'est très intéressant. Il y a beaucoup de membres de cette association ici. Comme vous l'avez dit, il y a beaucoup de thèmes qui ont été mentionnés concernant ce qui se passe en Grèce. Nous avons parlé de certains festivals. Le festival de Thessalonique, par exemple, c'est le plus grand festival en Grèce. C'est le festival de drame qui a été créé, qui est dédié au court-métrage. Tous les deux ont été créés par des critiques de cinéma. À une époque où il y avait un conflit entre un cinéma industriel qu'on essayait de mettre en place en Grèce et le cinéma d'auteur, car vous savez, un cinéma d'auteur comme en France, et dans un conflit donc qui tentait de mettre en place un cinéma national. C'est ainsi qu'ont été créés ces deux festivals de Thessalonique et de drame. Mais
Il ressort de tout cela et du débat de voir si c'est review, si c'est critique, comme vous l'avez dit au début, ce qu'ils ont résout de nombreuses questions. Est-ce que le cinéma est un art? On a essayé de prouver cela, de le démontrer en Grèce, de mettre en évidence les nouveaux courants. Aujourd'hui, il y a de l'information partout. Le cinéma est un art populaire, ce n'est pas une mauvaise chose et la critique a aidé à cela. Et heureusement que ça se fait. Mais que peut faire la critique? Est-ce qu'on peut accepter le cinéma comme un événement culturel, civilisationnel? Est-ce qu'il faudrait analyser le rôle du cinéma comme un élément civilisationnel ou culturel? Et pourquoi je me pose la question? Car tous ceux qui, par le passé, se sont intéressés, ce sont ceux qui ont créé la nouvelle vague en France, le nouveau cinéma grec en Grèce, et nous avons aujourd'hui l'évolution que l'on voit, et ce sont ceux qui ont mis en place les festivals. C'était les personnes qui, à travers tous ces films, pouvaient identifier les tendances, pouvaient identifier l'évolution dans le cinéma et ont mis en place et ont soutenu la création du nouveau cinéma moderne. Et je pense que nous devons voir quelle est la place culturelle du cinéma à travers les films. Et 2 commentaires qui sont liés à la Grèce. Une autre, ce qui se passe en Grèce, mais qui peut-être se passe en France, c'est un problème, le problème des médias, des moyens d'information. Il y a une question financière par rapport aux personnes qui y travaillent et de la qualité de ces moyens. En général, imaginez ce qui peut se passer dans le cinéma notamment. Et nombreux sont ceux qui, à travers des blogs, de manière bénévole, ils essayent de s'exprimer. Donc, les médias. Deuxième problème qui persiste, c'est la politique de l'État. Et je souligne cela car les critiques en Grèce, tout au long de ces années, au XXe siècle et aujourd'hui jusqu'à ce jour, faisaient une critique et essayaient d'exercer plutôt une pression à l'État afin qu'il promeut le cinéma. Malheureusement, cette politique de l'État, avec des va-et-vient, n'est pas au point aujourd'hui de soutenir, d'aider le jeune créateur. Et quand il le fait dans le cadre de certaines tendances à la mode sur le plan international. En Grèce, peut-être vous le savez, nous avons une université uniquement à Thessalonique. Nous avons une école de beaux-arts ici à Athènes et le cinéma n'est pas enseigné à l'université. Il n'y a pas de politique nationale pour le cinéma. Nous essayons des institutions seront mises en place probablement, mais surtout dans l'objectif avec une approche économique et peut-être touristique de la Grèce. Je ne sais pas si j'ai abordé tous les aspects, mais peut-être on peut y revenir. Merci pour cette description de la situation en Grèce. Mais c'est vrai que c'est toujours dommage quand... C'est-à-dire que même par rapport à la formation et l'enseignement du cinéma, qu'en France, c'est beaucoup développé. Hein, quand il y a eu François Mitterrand au pouvoir, en 80, les socialistes, et Jacques Lang, que tout d'un coup, l'enseignement du cinéma à l'université est reconnu comme un diplôme d'État. C'est-à-dire on peut faire une licence de littérature, une licence de langue et une licence de cinéma était reconnue comme un diplôme national, 1984. Quand moi j'ai fait une thèse de doctorat, c'était en littérature comparée, parce que ça n'existait pas, la discipline cinéma. À Paris, il y a au moins 4 facs de cinéma, il y en a à Lyon, il y en a à Nantes, il y en a à Rennes, il y en a à Amiens, il y en a à Toulouse, il y en a à Aix, partout. C'est bien, parce que d'une part, ils ne sont pas tous cinéastes, mais ils ont une culture cinématographique qui fait qu'on les retrouve comme programmateurs dans la production, dans plein de domaines. Depuis que je suis à Semaine, chaque année à Cannes, je croise d'anciens étudiants qui travaillent sur les films, qui sont passés par la fac et tout. Ils n'ont pas appris un métier,
mais ils ont eu accès à une culture cinématographique qui les a marqués à jamais. Ça les a ouverts sur des cinéastes qu'ils ne connaissaient pas. Puis vous voyez des profs un peu fous qui leur en parlaient, ça avait l'air important pour eux, enfin, etc., que sais-je. Donc ça, c'est important, ce tissu-là. Sur l'autre aspect que vous avez parlé, dont vous avez parlé aussi, c'est un autre aspect qui est peut-être le côté art, justement. C'est un combat. Politique des auteurs, c'est un combat, puis il y a un moment de temps où ça peut devenir, non pas un danger, mais ça peut créer... C'est-à-dire qu'on peut faire un cinéma divertissant qui est aussi un art suprême. Lubitsch, pour moi, Ernst Lubitsch, est un grand auteur. Chaplin est un maître du cinéma et il est connu et apprécié du monde entier. Et voilà. Donc là aussi, il y a la façon dont certaines critiques, ça reprend cette question du milieu tout à l'heure dont je parlais pour la France. Certains critiques ont tendance à privilégier un certain cinéma qui est très important, qui a du mal à exister et qu'il faut faire vivre par la critique. Mais tout d'un coup, des films, même comme Robuste, par exemple, je ne sais pas si vous l'avez vu, c'est considéré par la critique comme un film presque commercial et qu'il n'y a pas lieu de l'appuyer parce qu'il y a Depardieu, etc., etc. Et en fait, ces films-là restent des films fragiles dans le tissu économique, là. Et c'est là où la critique ne joue pas nécessairement son rôle et se reporte. Donc, ça crée des fossés. Et comment, tout d'un coup, là, on perd le fil de ce lien dont vous parliez avec la critique et le public, quoi. Que la critique soit là pour dénicher des cinéastes importants, même, je ne sais pas, comme un cinéaste grec complètement oublié, expérimental, moi que j'aimais bien, qui est Stavros Tornes, en des années 80, mais il a fait des trucs assez incroyables à la Pasolini, étonnant. OK, c'est pas ça qui va... Mais c'est important, mais aussi d'aller là où... Parce qu'il y a... je dirais que c'est de la faute au cahier, c'est grâce au cahier. Parce que quand les cahiers ont pris la politique des auteurs, ils ont été chercher Hawks et Hitchcock. Ils n'ont pas été chercher Jean Renoir, ils n'ont pas été chercher Eisenstein, ils n'ont pas été chercher Rossellini. Ils ont pris un cinéma de divertissement, un cinéma de genre, des cinéastes qui filment des commandes et qui sont au service d'un système, mais dans ce système-là, ils arrivent à créer un univers. C'était l'idée quand même forte de la politique des auteurs. Et maintenant, on a une conception auteuriste qui est plus auteur-thème, et qu'en France, on aime bien un cinéma populaire, mais quand il est américain. Mais par contre, quand un film français est plus populaire, on a du mal à l'accepter comme auteur. Enfin, je parle pour certaines critiques, mais ça vaut pour l'Amérique ou pour Mad Max, formidable, mais quand c'est en France, ça ne marche pas. Ça, c'est aussi le rapport qu'a la critique par rapport à son propre cinéma. Et ça, j'ai remarqué ça. Et des fois aussi, et on m'a fait la remarque, et je crois que c'est Simon qui disait ça aussi, mais il y a des choses avec lesquelles je suis en désaccord avec lui, puis d'autres aussi. Enfin, au moins, on discute, ce qui est très important. Mais il me disait aussi, mais dès qu'un film marche trop, il devient suspect pour la critique. C'est-à-dire que s'il fait 50 000 entrées, 100 000 entrées, mais s'il fait 1 million, non, il y a une mauvaise raison. C'est pas bien. Il y a quelque chose qui ne va pas. Pourquoi ? Là, il y a des fois des automatismes critiques qui ne me semblent pas toujours très bons. Il faut aussi que la critique, il faut la défendre. C'est capital. Son rôle est essentiel et je la défendrai tout le temps, comme les festivals. Puis il y a aussi des moments où on peut trouver des choses à redire par rapport au positionnement des enjeux de la critique par rapport au film, quoi. Quelle a envie d'en parler, de dire en quoi Olivier est important, Kiarostami est important, que Ryusuke Hamaguchi est un cinéaste très important. Elle fait le boulot, elle le fait bien et elle a raison de le faire, parce que c'est des gens que je trouve très importants et fondamentaux. Mais après, il y a d'autres où elle abandonne le terrain, alors que ces cinémas-là ont aussi besoin de la critique par rapport à ce clivage dont vous parlez entre public et critique. Il y a juste une parenthèse, mais je parlais de l'affaire Lecomte-Tavernier. Il y avait une autre affaire qui était importante, qui a fait beaucoup discuter. C'est quand le film de Jacques Demy, Une place pour le 36, une comédie musicale, était sorti. La critique l'avait adoré unanimement. Et ce jour-là, il y avait le film de Gérard Houry, L'As des As, avec Jean-Paul Belmondo, qui avait marché du tonnerre de Dieu, et le Demy ne marchait pas du tout. Et la critique avait fait une chose incroyable, c'est qu'elle avait acheté un espace publicitaire pour défendre le Demy en mettant ses meilleures phrases. Ce qui était
presque comme un aveu d'échec, que comme elle n'avait pas été entendue, il fallait qu'elle achète un espace publicitaire pour faire entendre son message. Mais c'était intéressant comme affaire, parce que c'était quelque chose de très marquant. Si on veut faire des dates sur les fossés, les ruptures, je pense que ça, c'est une date. Ouais. On va prendre une dernière intervention, puis M. Favreau. Ça va très bien à 14h. Καλημέρα. Καλώς. Bonjour, bienvenue. Je m'appelle Dimitris Kaladidis. Je suis membre de l'Association nationale des critiques de cinéma, mais également président de l'Association des clubs grecs de cinéma. Et j'aimerais mettre en évidence cet aspect. Ce réseau des clubs joue un rôle déterminant dans la promotion et le développement de l'éducation cinématographique et dans le dialogue qui se fait avec le public, entre public, critique, auteur, techniciens et tous les intervenants dans le cadre du cinéma. C'est très important et je voulais le souligner tout d'abord car tous les ans, nous organisons une conférence nationale dans une ville différente, avec une thématique différente, où de nombreuses thématiques sont soulevées. Nous avons eu jusqu'à présent 34 conférences et nous avons la participation de théoriciens, de critiques, de metteurs en scène, etc. Par exemple, dans le club d'Ilioúpolis, où je me trouve, nous publions une revue où nous présentons tous les textes qui sont écrits sur notre action annuelle. Nous organisions auparavant un festival de cinéma de science-fiction. Donc, je voulais dire que la critique et les critiques sont et ont évolué dans une certaine mesure avec l'évolution de ce réseau et continuent à fonctionner en tenant compte de l'amour du public pour le 7e art. Et en tant que critique, nous pouvons grandement contribuer à cette évolution, à cette éducation cinématographique. Ok, alors, on a 2 dernières questions parce qu'après, on va arrêter. Tu peux réagir à... Oui, non, mais je suis totalement d'accord avec ce que vous avez dit par rapport au rôle des ciné-clubs en France et de travail de fond qu'ils ont fait pendant après-guerre et après. Et c'est d'ailleurs, avec les ciné-clubs, on faisait des débats, on faisait des fiches pour les spectateurs et ça donnait un courant critique de revue, c'est-à-dire la revue Cinéma, ça vient de la Fédération française des ciné-clubs, l'UFOLEI, c'est la revue Images et Sons, la Fédération Jean Vigo, c'est Jeune Cinéma. Ces revues-là, malheureusement, ont disparu parce que le réseau des ciné-clubs a disparu. Celles qui ont survécu, si je puis dire, c'est Cahiers et Positif qui venaient d'une autre dynamique, si je puis dire. Mais c'est important, ce rôle-là. Du coup, il est perdu. La télévision ne le fait pas vraiment. Et c'est pour ça que je trouve que c'est les festivals. Enfin, en France, je vais dans des petits festivals que je ne peut-être pas, mais soit peut-être Belfort, La Roche-sur-Yon, Bordeaux, Montpellier. Il y a une foule incroyable pour voir des films. Et quand ce film sort en salle, il y a 500 personnes, même pas, ou 30 personnes. Et quand il est dans un festival, il y a 1000 personnes pour le voir. Parce qu'il y a un contrat de confiance entre le Festival des Trois Continents, le Festival d'Annecy, le Festival de Belfort, de Bordeaux, d'Amiens, d'Arras et tout. Et il y a un public, il y a un public qui vient voir des films du monde entier, qui ne sortiront même pas en salle, qui sont heureux de les voir et de découvrir. Donc, du coup, les festivals, dans le tissu d'un pays, ont un rôle extrêmement important, au moins de changer de ce qui sort autrement. Et on sent que le public va plus dans des festivals. À La Rochelle, par exemple, c'est plein de monde sur des films. Et quand ces films-là sortent commercialement, il n'y a plus personne, moins de monde. Donc là, je pense que c'est un autre débat, mais c'est une réalité, je pense. Merci, Charles. On va prendre monsieur. Monsieur. Et après. Γεια σας.
Γιάννης Βασιλείου, κριτικός. Yannis Vassiliou, critique de cinéma de l'AIFO. Je travaille avec Panos Nectarios. Ma question est la suivante. Pensez-vous que nous avons besoin de la signature et d'une personne dans la critique? Il y a des critiques comme Pauline Kael qui ont créé un personnage. Pensez-vous, si notre rôle est de proposer des films, si nous voulons que le public aille au cinéma parce que nous la proposons, parce que c'est un bon film, est-ce que finalement nous défendons notre signature et nous sommes au-delà du film? Voilà ma question. Ça a joué en France. Il y a eu maintenant il y a moins de prescripteurs, mais quelqu'un comme Jean-Louis Bory, je ne sais pas si vous connaissez ce critique, hein, qui était un critique qui écrivait à Nouvelle Obs, etc. Et quand il était au Masque et la Plume, et quand il défendait un film, ça se sentait dans les entrées et les gens y allaient. C'est-à-dire que tout d'un coup, il y avait des voix qui étaient prescriptrices et on les suivait. Parce que aussi, quand vous recommandez un film, puis les gens y vont et ils l'aiment, ils vous croient. Si vous aimez, enfin, il y avait aussi une manière chez lui, dans son enthousiasme, de défendre ça. Il y a aussi des supports qui sont prescripteurs. En France, par exemple, les cahiers, ça reste très timide, positif aussi, mais le support que tous les distributeurs disent c'est important de l'avoir, c'est Télérama. Je ne sais pas si vous connaissez Télérama, qui s'appelle l'ancienne revue qui s'appelle Radio, Cinéma, Télévision, où André Bazin, Jean Collet, toute la critique, puis il y a les courants critiques, il y a le courant communiste, il y a le courant catholique en France, il y a tous ces courants-là, mais c'est ce qui a fait aussi la richesse de la critique. Et Télérama est considéré aujourd'hui comme l'équilibre entre le goût critique et le goût public. Et Télérama est le support en France, il me semble, qui photographie le mieux cela, si je peux dire. Quand c'est les Arocs, Libé, Le Monde, on sait que c'est une autre fenêtre pour certains films, et c'est bien de les avoir eux, parce que si on ne les a pas eux, il n'y a plus personne d'autre ailleurs dans la critique pour les défendre. Mais ça, c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est plus les supports qui sont, certains supports qui sont prescripteurs plutôt que des personnalités comme vous parlez. Merci Charles. On arrive à la fin de cette rencontre. Je vois que M. Fragoulis veut clore et il y a beaucoup de choses à dire. C'est bien, c'est passionnant. Ήθελα να κάνω μια τελευταία ερώτηση. Je voulais faire une dernière question. Pensez-vous que nous sommes menacés, que notre profession est menacée dans l'avenir, car au-delà du manque de moyens et de financement des critiques de cinéma, à travers des revues, journaux, etc., et qui s'amenuisent, et nous tournons de plus en plus vers Internet, il manque également, il y a un déficit de connaissances et de contact avec le cinéma par ces plus jeunes générations. Je vois, par exemple, dans des spectacles, quand je vois des films, je suis à côté de jeunes et de moins jeunes, de professionnels ou pas, où je discute et je parle d'un cinéma de genre et ils ignorent tout. Ça me choque. Il n'y a plus d'éducation cinématographique. Comment peut-on faire de la critique sans avoir une éducation? Comment peut-on faire une comparaison? Mais comparaison avec quoi? Et nous sommes également confrontés à ces gens des réseaux sociaux. Aujourd'hui, par exemple, je dois passer le message de ma critique à un monde qui, au lieu de lire ce que j'écris en tant que professionnel, va se tourner vers un comédien stand-up qui voit de chez lui, qui regarde de chez lui un film qu'il a téléchargé d'Internet. Il écrit sur Facebook, il met une note et il a beaucoup de gens qui le suivent et il est censé influencer un public beaucoup plus large. Et en fait, il influence des jeunes qui vont également voir ce film chez eux, devant leur petit écran, en téléchargeant le film. Et enfin, après votre commentaire, comment définissez-vous notre profession aujourd'hui? Ce qui a été écrit récemment et que je considère le plus souvent, résulte du cinéma Ratatouille
parle de manière beaucoup plus sérieuse sur notre profession avec la dernière scène. Plusieurs aspects. J'essaie de faire vite, mais c'est très intéressant ce que vous dites. Premier, oui, c'est pour ça que j'étais très chagriné de voir qu'il y avait peu d'enseignement de cinéma à l'université ou à l'école. En France, il y a enfants de cinéma, lycée au cinéma, collège au cinéma, université. Tous les critiques que je connais, même Delorme, qui a été rédacteur en chef des cahiers, c'est un ancien étudiant. Jean-Marc Lalanne, qui est aux Arts Occultibles, qui est au cahier du cinéma, a été étudiant à Paris 3. Le nombre d'étudiants en cinéma qui deviennent critiques, ont envie d'être critiques, grâce à l'université, c'est un vivier énorme. Je dirais que c'est le vrai lieu de formation sauvage, qu'il n'y a pas de formation au métier, mais là où ils apprennent à écrire ce cinéma, mémoire de maîtrise, à voir des films, à découvrir, à avoir une connaissance de l'histoire du cinéma, c'est l'enseignement du cinéma en France. Ça, c'est capital. Et là, j'ai bon espoir parce que je vois énormément de jeunes qui ont envie de devenir critiques, même si je leur dis ça va être dur d'en vivre, ça va être dur de trouver, mais ils ont cette passion-là et c'est une passion profonde. Donc, je serais plutôt optimiste. Par rapport à la culture, c'est vrai que moi, je vois avec les étudiants, quand je leur parle de Steinberg ou de Walsh, c'est du latin, du grec, quoi. C'est de la langue ancienne et ils ont du mal. Mais après, il y en a qui sont curieux d'aller voir ça. Pas beaucoup, mais un peu. Donc ça, c'est la première chose. Là, l'autre aspect, il est vrai, sur les influenceurs qui recommandent des films plus que des critiques. Je pense, j'ai vu ça dans la presse, même dans Libé, Le Monde, quand quelqu'un qui était des grands reporters spécialistes de grands sujets, on ferait demander à des personnalités complètement connues de donner leur avis sur une question qu'ils connaissaient moins que le spécialiste journaliste. Et la télé fait ça beaucoup. Et je me dis, là, il y a un problème, quoi. Et c'est vrai que... Mais après, je pense qu'en France, la critique a encore son mot et son poids. On n'est pas dans ce que vous décrivez, heureusement. Mais je pense qu'il y a aussi le souci de la transmission. Il faut aussi... plus on est exigeant avec soi-même dans notre métier, plus on donne envie aux autres de le faire, quoi. Il ne faut pas baisser la garde, nous. Et c'est à nous de donner l'exemple aussi pour que les autres aient envie de continuer. Et ça, je pense qu'il faut être à la hauteur de soi-même pour que les autres aient envie de continuer. Voilà. Merci beaucoup Charles. Merci à vous tous. On a parlé de la perte du lien avec le spectateur, entre le lien et la critique. On a parlé de la critique en festival, du cinéma d'auteur face au cinéma populaire. On a parlé des cinémas du monde, de l'élargissement de la cinématographie dans le monde. Vous avez abordé le rôle de la critique face au cinéma national. Vous avez également soulevé la question de l'histoire du cinéma français. Je retiens le coup d'état de la nouvelle vague dans le cinéma français. On a parlé du rôle du court-métrage, mais aussi de l'animation, des outils pour la critique, pour ces formes très diverses de programmation, le rôle prescripteur des festivals qui donnent d'avoir des courts-métrages. Charles a évoqué, parce que vous l'avez souligné, la critique de film, the review, ou la critique de cinéma, avec des questions transversales, l'évolution du son, l'évolution des effets spéciaux. Vous avez parlé du contrat de confiance, hein, le spectateur qui vient en festival parce qu'il y a une sorte de contrat de confiance. On a parlé un petit peu des moyens financiers, de la politique de l'État. Et puis, je suis très heureuse qu'on finisse sur ce sujet de l'éducation au cinéma. Je vais rajouter un sujet. J'étais très heureuse que le film de la Semaine de la critique que le festival a sélectionné pour ce matin était un film de femmes. Et je vous invite... si vous le pouvez, à venir écouter Emmanuelle Béard. Ce soir, à 20h, Emmanuelle Béard présente le film L'étreinte qu'elle a présenté à Thessalonique avant-hier. Un premier film. Et donc, on a une grande actrice qui a tourné avec Sautet, avec Rivette, et qui là présente un premier film avec une immense humilité et affection. Et je dois dire que ce matin, le film de la partition que joue Gérard Depardieu dans le film de Constance Meyer, qui est aussi un premier film, est pour moi extrêmement encourageant. Je te remercie. Demain, il y a une rencontre avec des étudiants parce que je crois que nous partageons tous ce besoin qui est de transmettre, de donner envie. Je vous remercie infiniment d'avoir été là. Charles, merci beaucoup. Et bien sûr, on peut continuer la conversation à l'extérieur, mais vraiment un grand merci à vous et continuons. Interprète.